Aujourd'hui, avec une densité absolument inconnue ailleurs, plus d'une soixantaine de villages vivent en Thiérache, sous la garde d'une église fortifiée, dont les formes rappellent celles des châteaux forts du Moyen-Âge. Elles ont pour elles leur étrange beauté. Les fortes tours écrasant de leur masse des nefs modestes leur composent pour nombre d'entre elles des silhouettes singulières, et la brique, contrastant avec l'ardoise, leur donne une coloration rougeoyante sous le ciel bas. La Thiérache est une région naturelle. Elle est encore un pays de bocages, de collines, de haies vives et de chemins creux. Cette région naturelle a pour dénominateur commun un climat humide et un sol imperméable, éminemment propice au pâturage des bovins. On l'appelle souvent la Normandie du nord de la France. Et c'est à travers un dédale de petites routes qui serpentent en tous sens dans ce bocage thiérachien où l'œil a de la peine à saisir une vue d'ensemble que s'élèvent ces silhouettes massives. Au flanc d'une vallée, le premier donjon de briques surgit soudain comme une sentinelle. Rien ne vous a prévenu. On n'y voit jamais bien loin chez nous, car un arbre, un ployau d'épines ou un talus suffit toujours à cacher la forêt, le village ou l'église. Les églises fortifiées de la Thiérache appartiennent à un pays trop discret. Elles ne doivent leur survie qu'à leur fonction cultuelle. Malmenées jadis en temps de guerre, elles le furent en temps de paix. Radicalement rasées ou rénovées à la mode néo-gothique, restaurées sans goût et sans respect pour leur caractère originel, dépouillées de leur mobilier, parfois jugées sans intérêt, elles furent condamnées sans appel. Riches d'histoire, les églises de la Thiérache de l'Aisne, édifiées pour la plupart au XIIe et XIIIe siècle, furent fortifiées au milieu du XVIe siècle. Le XIIe siècle fut l'âge d'or des abbayes en Thiérache. Des communautés de moines défricheurs s'installèrent dans ce pays et sous leur active impulsion, de splendides églises abbatiales s'élevèrent. Seul, le cœur de l'église de Saint-Michel nous est parvenu dans son état originel, par-delà les destructions des guerres et de l'après-révolution. Cette belle œuvre de premier gothique
est un remarquable témoin de cette époque de foi et de prospérité. La naissance des églises fortifiées de la Thiérache est intimement liée à la situation de ce coin nord-est de la Picardie au XVIe et XVIIe siècle. La terre de Thiérache est française et constitue jusqu'en 1659 la frontière historique fondamentale entre les terres de l'Empire et le Royaume de France. Durant 2 siècles, lorsque la monarchie française pense à la Picardie, c'est pour en moderniser les places fortes, la Capelle, Guise, Vervins, Le Cateau, La Fère, et plus à l'est, Rocroi et Maubert-Fontaine sont autant de noms célèbres pour leurs fortifications, leurs sièges ou les traités qui y furent signés. Sur la route des invasions, la Thiérache est un pivot. Avant chaque conflit, les gouverneurs des places de Guise, de la Capelle et de Rocroi s'inquiètent de savoir si l'ennemi rentrera entre l'Oise et la Somme ou du côté de la Champagne, vers la Marne. Une guerre de 200 ans. Il faut revivre cette suite ininterrompue de conflits. On se bat une année sur 2 sur la frontière de la Picardie et de la Champagne. Derrière la litanie des pillages, l'exaspération des paysans, comprendre la détermination des communautés d'habitants qui prennent l'initiative de fortifier les églises paroissiales. La liste serait longue des événements militaires locaux qui marquèrent tous les conflits des XVIe et XVIIe siècles. Guerre de François Ier et Henri II contre Charles Quint, de Richelieu, de Louis XIII et de Louis XIV contre la Maison d'Autriche, sans compter les troubles civils intérieurs. Il faut revivre par les textes les dures réalités de la vie en Thiérache à cette époque dans les villes et les campagnes. Obligés de loger, de nourrir, d'entretenir les armées en campagne, en garnison ou de passage. Le paysan est en contact permanent avec le soldat qui occupe le pays, français ou étranger. Celui-ci est mal payé et vit sur l'habitant. Pillage, vol, incendie, prise d'otages, viols et meurtres sont le passe-temps du mercenaire, même en temps de paix. Les fortifications de ces églises furent donc élevées par les habitants pour protéger leurs vies et leurs biens des incursions des bandes de pillards. L'église offrait aux villageois un lieu d'asile et de sécurité. Par sa destination cultuelle, elle imposait le respect aux croyants. Mais combien de fois assuma-t-elle cette fonction devant les mercenaires étrangers, lansquenets, suisses, liégeois, hollandais, véritables professionnels du pillage, plus prompts à jouer de la torche, de la pique ou de l'arquebuse qu'à faire un signe de croix. Au cœur du village, l'église, seule construction en dur, faisait office de véritable forteresse, avec donjons, tours en encorbellement, échauguettes, bretèches. Le clocher servait de poste d'observation des environs et des abords. Un guetteur, en permanence pendant les époques troublées, y était posté et avertissait en sonnant la cloche à l'approche de quelques bandes dévastatrices. La population s'y réfugiait avec bestiaux et objets précieux, s'y défendait. Les malheureux assistaient ainsi à l'incendie de leurs habitations, au pillage et à la destruction de leurs récoltes.
Les traits remarquables de la physionomie des églises de Thiérache sont la rudesse de leur silhouette massive et trapue qui quelquefois s'affirme, le contraste entre les parties religieuses construites en belles pierres blanches et la partie fortifiée de l'édifice faite de briques rustiques. Le plus souvent, les nefs conservées de l'état médiéval et réparées en pierre, sans grand art, voisinent avec les clochers-donjons en briques. Les églises le plus tôt reconstruites sont parfois toutes en pierre. Les moyens mis en œuvre par les hommes du XVIe siècle pour donner à ces édifices un triple rôle de refuge, de défense passive et de défense active sont complexes. Sur la foi des monuments parvenus jusqu'à nous, nous trouvons 3 grandes familles de solutions pour augmenter la valeur défensive de l'église. Avant d'évoquer les formules les plus marquantes de fortification des églises que sont le donjon de l'église ou le fort de l'église, et l'église forteresse où la fortification investit la totalité de l'édifice pour donner lieu à une construction homogène, il faut évoquer la catégorie la plus largement représentée en Thiérache, qui est celle de l'église fortifiée moyenne, en fait, qui va de l'église refuge peu fortifiée, avec simplement une surélévation du comble, un clocher refuge pour abriter les populations et peu d'éléments de défense, quelques meurtrières ça et là, à la base des murs ou dans la tour, qui passe également cette catégorie d'église fortifiée par l'église comportant quelques éléments ponctuels de fortification comme des échauguettes, des tourelles, jusqu'à l'église où il y a plusieurs éléments répartis sur l'ensemble de l'édifice mais sans former un ensemble complet et homogène qui constitue l'église forteresse. Ici on a une bonne illustration de ce modèle avec un chœur surélevé, vous le voyez, il y a un étage au-dessus du chœur qui permet le refuge, il y a des tourelles aux angles du chœur qui permettent également une défense active par le tir à l'arquebuse ou au mousquet, et il y a une tour à l'ouest qui est peu fortifiée mais qui peut héberger un étage et qui concourt à la fortification. Parmi le petit nombre de documents écrits conservés du XVIe et XVIIe siècle, évoquant les églises fortifiées, la fortification des églises, certains de ces documents mentionnent le fort de l'église. Ce n'est pas une expression de spécialiste, c'est un terme d'époque, mais qui a le mérite d'être très expressif, très précis, pour désigner justement les cas où la fortification a consisté à rajouter, comme ici à Pris, de la part de la communauté des habitants, un élément destiné particulièrement au refuge et à la défense, exclusivement même au refuge et à la défense, à l'église ancienne conservée. Certaines églises avaient souffert des guerres, celle de Pris comme et quelques autres avaient bien survécu aux destructions de la guerre de 100 ans et des premiers dégâts du XVIe siècle. Par conséquent, on a choisi de conserver la totalité de la nef et du chœur du Moyen-Âge, ici de la fin du XIIe siècle, et simplement de concentrer tout l'effort et l'investissement financier de la communauté dans cet énorme donjon occidental, donc placé devant la façade ouest de l'église, qui héberge plusieurs étages de refuge, équipés de cheminées, d'une latrine, et flanqués de tourelles percées de multiples meurtrières permettant une défense efficace des abords. Ce choix n'est pas spécifique à Pris, on le trouve également dans des réalisations assez importantes, comme le donjon occidental de l'église d'Origny en Thiérache, le reste de l'église a malheureusement été très modifié depuis, et de Vimy. C'est une des formules de l'église fortifiée. Il existe en Thiérache une troisième catégorie d'églises fortifiées qu'on a coutume d'appeler l'église forteresse. Le terme est un peu exagéré parce que la capacité défensive de l'église n'est pas forcément plus importante que dans un autre édifice fortifié. En revanche, ce qui la caractérise vraiment, c'est le fait que la reconstruction de l'édifice antérieur a été particulièrement homogène sur l'ensemble des éléments qui composent habituellement une église, qui sont donc la nef, le chœur, éventuellement le clocher, à tel point qu'on a, comme à la bouteille, affaire à une construction qui n'a plus vraiment la forme d'une église. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, du premier coup d'œil, reconnaître une église, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à une sorte de maison forte ou de manoir fortifié, puisque la fortification est répartie un peu partout sur l'édifice d'une façon équivalente. Là, on a par exemple 4 tourelles aux 4 angles de l'édifice et il n'y a pas d'élément prééminent. Il y a une répartition générale de la fortification. Il faut entrer à l'intérieur de l'église pour reconnaître qu'il s'agit bien d'une église. L'église de Thiérache n'a guère pour elle que cette parure guerrière qui semble sortie de l'ombre des temps reculés
qui porte au songe, à la mélancolie et quelquefois à la peur, car elle est née de la peur et de la longue misère des vilains abandonnés à la rapacité de la soldatesque. Ils en furent réduits chez nous à fuir quand ils le pouvaient vers des contrées qu'ils croyaient plus paisibles, à errer sur les chemins comme des bandes de loups au ventre creux, ou à s'embauger pour tenter de survivre dans l'enceinte du cimetière ou entre les murs de la maison de Dieu que, de leurs mains, à grand-peine, à grand sueur, ils rendirent plus solides, plus épais, plus farouches. Ces églises sont témoins de la volonté d'un peuple de rustres acharné à ne pas mourir. Nous avons des églises fortes qui sont bien pauvrettes. D'autres se donnent des airs de riches maisons bien conçues et distribuées, et même une allure de château. Si la garde montée par celle-ci semble dérisoire, sa voisine, au contraire, menace lourdement tous les alentours. Tant et si bien que ce chapelet de demeures religieuses et guerrières est aujourd'hui la parure songeuse, déroutante, de la contrée des grands bois, de l'herbe toujours verte, des haies profondes, des lourds pommiers et des ruisseaux secrets sous le cresson bleu.